Chers amis, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si je reviens vers vous aujourd'hui, c'est parce que le devenir financier de TV Liberté m'inquiète. Alors que nos audiences n'ont jamais été aussi bonnes qu'en 2022, le budget, lui, accuse le coup et met en péril la suite de notre aventure ensemble. Pourtant, je peux vous assurer que nous avons toujours travaillé au mieux pour vous informer et toujours en nous serrant considérablement la ceinture. Alors bien sûr, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a fait souffrir beaucoup d'entre nous, je le sais. Car contrairement aux journalistes assimilés fonctionnaires des chaînes du système, ici, nous vivons dans le monde réel, comme vous. Je sais combien ces 5 premières années sous Macron ont été violentes, ont été difficiles. Certains soignants, des pompiers même, ont été suspendus de leur métier sans aucun revenu au mépris du Code du travail. Et le but était simple, les soumettre, les briser, leur briser les reins, mais ils ont résisté. Ils ont résisté comme nous devons encore résister ensemble. Car même si le paysage s'éclaircit, ce doit être notre nouveau mode de vie. Il vous faut comprendre une chose. Si vous n'aidez pas TV Liberté ou le tissu associatif, c'est l'État et ses dérives que vous financez. Car donner à TV Liberté, c'est aussi déduire les 2/3 de votre don des revenus imposables. C'est donc priver ce gouvernement d'une manne financière pour vous fliquer, pour vous nuire, car vous le savez bien, le temps où l'État voulait encore vous protéger est bien révolu. Alors, aidez-nous plutôt à continuer notre mission à vos côtés. Nous avons besoin de votre soutien et je compte sur vous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Ça y est, les urnes ont parlé, il n'y aura pas de majorité absolue pour Emmanuel Macron. Alors qu'est-ce que ça va changer ? Faut-il s'attendre à un retour du Covid-19 ? Est-ce que ça sera plus facile, plus difficile ? On va voir tout ça dans un instant, mais avant toute chose, comme chaque semaine, n'oubliez pas de commenter, de partager, bien sûr, de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette émission. C'est parti ! Et cette semaine, je suis en compagnie non pas d'un invité, mais de 2 invités. À ma droite, Philippe Murer. Bonjour monsieur, vous êtes économiste. Votre dernier ouvrage, Sortir du capitalisme du désastre, chez Jean-Cyril Godefroy, disponible sur tvliberté.com. Évidemment, et puis à ma gauche, Alexis Poulain. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes journaliste et fondateur ou cofondateur, je ne sais plus, du Monde Moderne. Et on peut vous retrouver tous les matins sur Twitch. Absolument. Ça changera nos téléspectateurs. Après YouTube, vous irez sur Twitch. Alors, cette semaine, les Français ont voté, ou plus exactement la semaine dernière, pour le 2e tour des législatives. C'était 2 mois après la présidentielle qui a maintenu Emmanuel Macron au pouvoir. Cette fois, il n'y aura pas de blanc-seing pour la majorité. Au contraire, c'est une assemblée très hétéroclite. On a entendu beaucoup de commentateurs expliquer que la situation était inédite, que la France allait forcément être ingouvernable. Est-ce que c'est votre point de vue, Alexis Poulain ? La France va être gouvernable, mais pas forcément par Emmanuel Macron. Je crois que les Français ont choisi de se rendre ingouvernables par Emmanuel Macron, et c'est ce que disent ces résultats. C'est-à-dire 89 députés du Rassemblement national, sans la proportionnelle, voilà, c'est fait. Le Front républicain a explosé, cette arnaque qui permettait à Emmanuel Macron de gagner face à Marine Le Pen systématiquement. Ça a été atomisé, et cette semaine, Gérard Larcher, le personnage numéro 2 dans le protocole de l'État, disait de toute façon, quand vous avez 89 élus au sein de l'Assemblée nationale, vous êtes dans l'arc républicain. Il n'y a pas de question qui se pose. Donc, il a fini d'enterrer, je crois, cette arnaque-là. D'un côté, une opposition à gauche, avec la NUPES aussi. Le pari de Jean-Luc Mélenchon réussit d'une certaine façon, puisqu'il a créé un groupe important en faisant l'union de la gauche en quelques semaines. Et à droite, un pôle du Rassemblement national inédit, avec ce en même temps du milieu, très rikiki pour La République En Marche, mais qui va trouver alliance peut-être avec le MoDem, UDI, Horizon et peut-être certains LR, puisque certains commençaient déjà à parler en leur nom, même si Christian Jacob a rappelé à l'ordre la formation. Oui.
C'est aussi votre sentiment, Philippe Meurer, c'est que simplement il va falloir gouverner autrement pour Emmanuel Macron. Oui, ça, il n'est pas content d'ailleurs. Justement, son discours d'avant-hier, c'était de dire à 20h que finalement, il fallait que les oppositions soient responsables. Donc c'est pas de sa faute si les Français lui ont pas donné la majorité parce qu'il a fait une mauvaise campagne, alors qu'en fait les Français sont très contents. Il y a un sondage qui est sorti chez Elab qui dit que 70% des Français sont contents qu'il y ait une opposition forte et donc pas de majorité absolue, que relative. Et même 40% des électeurs d'Emmanuel Macron législatif, ça c'est étonnant, sont aussi contents qu'en fait ce soit une bonne chose pour eux que le pays soit ainsi gouverné, quoi. Alors je vous propose justement qu'on regarde quelques instants un petit morceau de l'allocution d'Emmanuel Macron de mercredi soir. Ces élections législatives ont fait de la majorité présidentielle la première force politique de l'Assemblée nationale. Toutefois, et c'est un fait nouveau, et comme dans la plupart des démocraties occidentales, qu'il s'agisse de l'Allemagne, de l'Italie, de beaucoup d'autres, aucune force politique ne peut aujourd'hui faire les lois seule. Il a manqué une trentaine de députés sur 577, et la majorité présidentielle est en effet relative. Sa responsabilité est donc de s'élargir, soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte. Oui, pour agir dans votre intérêt et dans celui de la nation, nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. Bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute, le respect. C'est ce que vous avez souhaité, et j'en prends acte. Cela ne doit pas vouloir dire l'immobilisme. Cela doit signifier des accords, en prenant le temps de les faire, par le dialogue, le respect, l'exigence. Alors le dialogue, l'écoute, le respect, c'est sûr que ça va changer un petit peu à Emmanuel Macron. Ah bah ça va changer du LBD, du gaz lacrymogène et des décrets sous état d'urgence. On est toujours d'ailleurs sous état d'urgence jusqu'en juillet et on voit bien qu'Emmanuel Macron a du mal avec la démocratie parlementaire. Il s'est habitué pendant 5 ans d'avoir une chambre d'enregistrement avec cette majorité Playmobil, comme on appelait les députés marcheurs, qui n'ont jamais posé vraiment de problème. Et là il va se retrouver avec... c'est pourtant bien ce qu'il aime, l'Allemagne, de la coalition, faire un peu comme en Allemagne. Alors, ça va être difficile pour lui, il n'a pas l'habitude. Est-ce que c'est possible ? Ça commence déjà avec une question de motion de censure face à Elisabeth Borne, qui devrait se remettre devant ce nouveau Parlement pour sa légitimité. On a déjà la question des 3 ministres battus, qui sont toujours au travail, on ne sait pas pourquoi, faisant croire que finalement, la règle qui était battue dans les urnes, démission du ministère, a fait long feu, visiblement. Ça ne choque personne. Moi, ça me choque énormément de voir ces gens-là continuer d'être sur les plateaux et d'expliquer qu'ils sont au travail. Donc, je pense que cette motion de censure, j'espère, va avoir lieu pour montrer que le Parlement a son mot à dire et que c'est un contre-pouvoir important que les Français ont élu également. Alors, le bémol, c'est toujours ce taux d'abstention, plus de 53%, c'est énorme. Donc, ça limite aussi la réalité de représentativité de cette Assemblée. Mais au moins, on n'a pas cette chambre d'enregistrement caduque qui ne sert plus à rien et on va peut-être avoir un vrai débat sur les lois et le premier en date sera peut-être le renouvellement de ce pass vaccinal qui sera un crash test. Absolument, on va y revenir tout à l'heure. Alors pour vous Philippe Meurer, justement cette fameuse motion de censure dont on parle, on sait qu'Elisabeth Borne a présenté sa démission à Emmanuel Macron, il l'a refusée. On a le sentiment en réalité qu'Elisabeth Borne c'est la moins mauvaise des pires solutions quelque part. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux qu'Elisabeth Borne ? Difficile, parce qu'effectivement, elle obéit à Macron, elle est assez terne, mais finalement, elle ne fait pas de vagues, elle ne fait pas trop d'erreurs, et on peut difficilement la critiquer, à part critiquer. Et en plus, elle a été élue. Voilà, élue, et en plus, on ne peut pas la critiquer parce qu'elle est terne, elle ne fait pas de débordement et de dérapage. Donc, je pense que c'est peut-être la meilleure solution. D'ailleurs, Macron avait mis 3 semaines à la trouver. On ne sait pas s'il en aura une autre de rechange, on va voir. Pas sûr que la motion de censure soit votée par la majorité. Il est possible que les LR s'abstiennent et que finalement tout ça passe tranquillement. Donc on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que le premier vote clé, je pense que ça sera le pass sanitaire, la prolongation ou pas, et surtout l'état d'urgence qui va être voté à l'Assemblée. Là, on va voir si on a une opposition à carton ou on a une opposition réelle, quoi.
Alors justement, vous l'avez dit, ce sera sans doute le premier travail pour le nouveau gouvernement qui sera constitué, c'est ce fameux texte pour prolonger à nouveau l'état d'urgence sanitaire et donc de facto le fameux pass vaccinal, puisque maintenant on en est au pass vaccinal. A priori, il est prévu qu'il soit poursuivi jusqu'au 23 mars 2023. Là, ça sera quand même un peu l'épreuve de vérité dans cette nouvelle Assemblée. Épreuve de vérité, oui, et qui a déjà pris du plomb dans l'aile au Parlement européen, puisque les élus NUPES ont voté pour la prolongation de ce pass sanitaire européen, le Digital EU Certificate, Covid, je sais pas quoi, et là, pour le renouveler d'un an, mais aussi de manière permanente. Alors, soi-disant, une erreur de vote, mais le mal est fait, on ne peut pas revenir dessus. Donc là, vous faites référence notamment à Marion Aubry, il me semble. Marion Aubry, mais aussi d'autres au sein de chez LR, Nadine Morano, et ils ont été mais elle plusieurs. n'a pas dit qu'elle s'était trompée. Non, alors elle était contente peut-être, mais du côté France Insoumise, effectivement, deux ont dit s'être trompés et rectifier leur vote, c'est un peu trop tard. Donc là, j'espère qu'au sein de l'Assemblée nationale, l'accord sera clair et qu'il n'y aura pas de recul par rapport à cet outil hideux, honteux, anticonstitutionnel, anti-liberté qu'est le pass vaccinal, et qu'il y aura aussi un débat sur la réintégration des soignants. Il serait temps. Ces gens qu'on a mis au banc de la société, qui vivent sans salaire depuis des mois pour rien. Sans pouvoir trouver un autre travail en plus. Voilà. Il y a d'ailleurs la proposition de loi, une proposition de loi LR portée, je ne sais plus par quel député, mais en tout cas Alain Houpert la soutient, pour justement réintégrer les soignants. Donc ça va être aussi un test pour tout le monde. Mais c'est intéressant parce qu'on va avoir une discussion, en fait. On va avoir un débat sur tout ça. Mais sachant que moi, ce qui me semble le plus important, c'est que l'état d'urgence ne soit pas renouvelé. Oui. Parce que si l'état d'urgence est renouvelé, ça veut dire que Macron peut faire le tyran 9 mois de plus. Alors, ce qu'ont fait les Français en lui donnant pas de majorité absolue, c'est ils veulent plus de Macron tyran. Ils veulent l'inverse. Ils veulent plus le premier quinquennat, ils veulent quelqu'un qui discute. Je pense qu'il se leurre un peu, mais en tout cas, c'est vrai que ça aura un impact. On a le sentiment aussi que les médias font leur travail, comme dans le quinquennat précédent, puisque là, depuis que les élections sont terminées, on ne parle plus d'Ukraine, on ne parle plus d'élections de fait, mais alors on reparle du Covid et nous sommes au pied de la 7e vague de Covid-19 avec 2 nouveaux variants d'Omicron qui est terriblement dangereux, comme chacun le sait, BA4 et BA5. C'est vrai, alors on continue à faire croire que c'est épidémique alors que c'est endémique maintenant, puisque la maladie est peu dangereuse, sa dangerosité est 10 fois plus faible qu'au moment du virus de Wuhan, mais il y a certaines personnes qui veulent prolonger cette expérience Covid qui permet d'avoir beaucoup de pouvoir pour les gouvernements. J'ai vu une vidéo de Biden, je me permets. Oui, bien sûr. Ce matin, j'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo de Biden. Non, j'ai pas de vélo, mais c'était peut-être après de tomber de vélo. Biden a dit, en fait, il va y avoir une autre pandémie, donc il faut se préparer, il faut que vous nous donniez de l'argent pour qu'on se prépare pour la prochaine pandémie. D'accord. Il le sait déjà, il a une boule de cristal. Mais comment on peut oser dire ça, quoi ? Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, peut-être, Alexis Poulain, comme vous êtes journaliste, c'est ce rôle des médias dans l'obsession covidienne. Oui, c'est ce qu'on appelle la fabrique du consentement, c'est-à-dire une petite musique, à un moment on appuie sur un bouton et toutes les rédactions vont dire à peu près la même chose, de médias mainstream on va dire. C'est pas les dépêches AFP quand même, il y a un moment, il n'y a pas que ça. Oui, il y a la dépêche AFP, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le choix des rédactions d'aller dans le sens aussi du pouvoir. Rappelez-vous la rédactrice en chef de BFM qui expliquait ne pas remettre en cause la parole officielle parce que ça pourrait créer des vagues dans la société. Donc c'est pas du journalisme ça. Et avec le Covid, on voit très bien que tout est scripté, c'est-à-dire qu'on savait qu'après les élections, on reparlerait de Covid. Et c'est arrivé. Sans surprise. On prend vraiment les gens pour des cons. Plus c'est gros, plus ça passe presque. L'expression, mais plus c'est gros, plus ça passe. Certains ont encore peur, et à raison pour les gens les plus faibles, parce que le vaccin qui était censé protéger des formes graves fait qu'il y a toujours des morts, fait qu'il y a toujours des gens à l'hôpital avec des formes sévères, et qu'on en est à la 4e dose. C'est évidemment les gens pas vaccinés, enfin, on va passer... Poulain. Non, alors là, maintenant, on commence à ne plus dire ça, heureusement. La légende du vacciné contre non-vacciné tombe un peu. On commence... Alors, certains médecins de plateau continue à dire que ça va limiter, bien sûr, la transmission. Ça reste à voir. Certains sont déjà en train de demander à ce qu'on remette très vite le masque dans les transports. Ça aurait été de courte durée, le répit non-masque. Mais ce qu'on voit en Afrique du Sud, d'où viennent ces 2 variants, c'est qu'il est déjà en train de disparaître. Ça a été une flambée très rapide et très courte, avec très peu de formes sévères. Et là, en France, on veut absolument nous remettre cette 7e vague. Je pense, cheval de Troie, pour prolonger l'état d'urgence et pour donner les pleins pouvoirs et continuer dans
le secret défense. Parce qu'un autre chantier important pour cette mandature, ce serait le lever du secret défense. Savoir ce qui a été raconté dans ces conseils de défense sanitaire, sous le sceau de secret défense, et savoir quel a été le rôle des cabinets de conseil. Parce qu'on a oublié aussi le scandale des cabinets de conseil, McKinsey Gate, qui était à la fois conseil des fabricants de vaccins et des gouvernements. Je pense qu'il faut remettre ça au cœur de la table, centralement. Stanislas Guérini, qui est à la tête de la direction de la transformation de l'action publique, qui est en gros le guichet où notre argent va au cabinet de conseil, devrait être sous le sceau d'une commission d'enquête parlementaire dès maintenant pour être sûr que cet argent n'est pas mal dépensé. C'était les recommandations du Sénat. Donc j'espère que là aussi, il y aura un travail non seulement de réaction, mais d'action des oppositions pour qu'enfin les Français aient droit à la vérité sur ce qui s'est passé pendant 2 ans. Et ça, c'est extrêmement important parce que on voit encore aujourd'hui que dès que Pfizer rentre au capital de Valneva, eh bien le vaccin Valneva reçoit l'autorisation de mise sur le marché de la part de l'autorité du médicament européenne, ce qu'elle n'avait pas tous ces derniers mois. Elle a attendu, plus d'1 an pour l'avoir, effectivement. Oui, et il a fallu en attendant que Pfizer rentre au capital. Voilà, c'est un système mafieux, quoi. Soi-disant pour un vaccin contre la maladie de Lyme. Mais c'est un système. Et il allait tomber en plus, c'est-à-dire l'autorisation provisoire de la situation, Valneva risquait de tout perdre sur tout son travail dans 1 mois. Et Pfizer rentre, miracle, ils reçoivent une autorisation. Ce qu'on appelle un facilitateur d'affaires. Voilà, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'il a un contact direct avec la présidente de l'Union européenne, donc ça aide. Ursula von der Leyen, bien sûr. Oui. On a le sentiment tout de même que cette affaire de Covid, si jamais il y a la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, ça va être une manière pour Emmanuel Macron, une possibilité pour Emmanuel Macron de court-circuiter cette assemblée qui n'est plus le petit doigt sur la couture du pantalon. C'est vrai, et de lui remettre le doigt sur la couture Absolument. du pantalon en lui disant, vous vous rendez compte, il va y avoir des morts, vous devez absolument être avec moi, voire voter l'état d'urgence sanitaire pour que je décide tout seul, sinon il va y avoir des morts et vous serez des traîtres, quoi. C'est comme ça que sont utilisés tous ces phénomènes de peur, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Covid, c'est comme ça qu'ils sont utilisés. Après, est-ce que les gens vont y croire, ou suffisamment de gens vont croire français, ils vont accepter une 4e dose, de remettre le masque dans la rue, dans les transports? Moi, je suis pas sûr, quoi. Non. Et puis ça va être très compliqué, même sur le plan logistique. Leur fameux passe vaccinal, entre les gens qui ont 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, ceux qui ont été vaccinés après qu'ils l'ont eu, ceux qui ne l'ont pas eu. Enfin, bonne chance, hein. Oui, une injection vaut une infection vaut ça, on ne sait plus. Alors, on n'aura plus la prose d'Olivier Véran pour nous raconter ces bêtises-là, mais c'est clair. On va peut-être avoir le retour de Claude Maluret, là, d'ailleurs. Alors, si on a ça, c'est terrible. J'espère pas, parce que alors là, ce serait vraiment une catastrophe pour la santé publique. Il faut rappeler que Claude Maluret, qui est sénateur, qui a tapé sur les gilets jaunes, sur les non-vaccinés, était le monsieur éthique du groupe Corian, les EHPAD. Oui, il y a encore du boulot. Il y a un peu de boulot sur l'éthique, donc, ce serait une très mauvaise nouvelle. Mais au-delà de ça, je pense que cette désobéissance, cette lassitude aussi réelle, montre que non, les Français ne seront pas prêts. D'ailleurs, il n'y aura pas de vaccinodrome, ça c'est fini. La 4e dose, il y a vraiment un raté. Les gens, même avec des comorbidités ou des risques, n'y vont pas forcément. Et puis la France, on peut saluer quand même les Français, parce que souvent on se dit, mon Dieu, on n'a pas de chance, on est dans un pays où les gens ont peur, ont été un des pays qui a le moins vacciné ses enfants. Et on voit des pays qui rétropédalent en disant que c'était pas forcément une bonne idée, le Danemark notamment, qui commence à dire que c'était peut-être pas une bonne idée de vacciner les enfants. Voilà, donc il y a quand même des lueurs d'espoir, mais il va falloir se battre. Et pour ça, on a heureusement une nouvelle Assemblée avec des oppositions, et on espère qu'elles seront à la hauteur. Alors, plus à la hauteur que pendant la première crise Covid. Oui, parce que là, très honnêtement, LFI et le RN... À la fin, on repris tous les oripeaux pour défendre contre les Français, contre la dictature sanitaire. Mais ils se sont à peu près écrasés pendant les 3/4 de la crise, quoi. Voilà. Bon, on vous répondra pour ce qui est du Rassemblement national. Ils étaient peu nombreux, qui n'avaient pas de groupe, qui n'avaient pas beaucoup de puissance. Oui, mais même quand ils allaient dans les médias, ils n'ont pas défendu le fait que les médecins doivent soigner quoi qu'il arrive, l'hydroxychloroquine, l'ivermectine. Ils ont très peu défendu. La vaccination, l'obligation vaccinale. Ils sont restés quand même... Oui, mais vous risquiez l'excommunication si vous faisiez ça. Regardez où est le professeur Raoult aujourd'hui. Il se bat, il continue. Mais les médecins qui ont alerté dès le début sur le danger d'une technologie ARN, sur les limites aussi de cette technologie, ont été blacklistés, excommuniés et sont encore traités comme des parias aujourd'hui. C'est vrai, mais quand on a une opposition, on n'est pas une opposition en carton. Non, parce que c'est vrai que si on plie sur la crise sanitaire
en me disant sinon on va être excommunié, on est obligé de plier sur la guerre entre l'Ukraine et Russie, dire exactement comme pareil. le gouvernement sous peine d'être excommunié, on plie sur l'Union européenne sous peine d'être excommunié, finalement on retourne dans la pensée unique et on est dans le flot de la pensée unique. Ouais. Alors ce qui peut quand même nous interpeller, c'est que là avec le vote au Parlement européen, on voit que en l'occurrence les députés du groupe ID, donc ceux qui sont élus avec le Rassemblement national pour la France, ont plutôt ont tous voté contre la prolongation de ce passeport Covid. Et puis on peut noter aussi et saluer Virginie Joron qui travaille beaucoup sur ce dossier-là pour alerter. Absolument. Absolument. En revanche, là je me tourne plus vers vous, Alexis Poulain, parce que vous connaissez davantage peut-être les députés de la France Insoumise. Mais la NUPES, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas uniquement la France Insoumise. Et la France Insoumise, c'est aussi Marion Aubry qui a voté pour. Oui, qui a voté pour et qui s'est excusé en disant « je me suis trompé ». Tout en votant contre un amendement aussi du RN qui visait aussi à faire tomber le truc. Voilà, donc ça fait des erreurs qui s'accumulent. Enfin, c'est leur métier quand même. Donc à un moment, il faut savoir comment voter. Alors, il y a une entourloupe parce qu'il y avait un vote, un provisional text, etc. Avant ce vote-là, et pensant voter pour ce texte-là, elle pensait qu'elle pourrait voter contre ensuite, mais le pour du premier texte a fait qu'il n'y avait pas de vote ensuite. Ça, c'est l'explication qui m'a été donnée par son attaché parlementaire, mais la réalité est là, c'est que le vote pour est passé, et puis vous avez l'ensemble après des forces qui composent la NUPES, que ce soit ELV, mais aussi le PS, etc., qui eux sont tout à fait pour, et de manière ouverte, ce pass vaccinal, et ont fièrement voté pour, que ce soit Jadot, Raphaël Glucksmann, etc., etc. Donc là, on a un vrai problème de représentation des peuples européens, mais aussi de questions, pourquoi ces députés votent-ils des textes scientifiques sur des bases maintenant qui mettent tout à mal la théorie du pass vaccinal et du vaccin qui limiterait la propagation. Donc c'est une vraie question, avec évidemment en point d'interrogation majeur le rôle d'Ursula von der Leyen et les liens trop proches de cette madame avec Albert Bourla, le patron de Pfizer. Absolument. Toujours la question des conflits d'intérêts. Bien sûr. Oui. Alors, en tous les cas, on a pu voir aussi, pour faire un tour d'horizon complet, que les députés du PPE ne s'étaient pas non plus particulièrement illustrés. Vous l'avez dit tout à l'heure, Nadine Morano a voté en sa faveur, Geoffroy Didier. Heureusement qu'il y a François-Xavier Bellamy qui prend position toujours, mais c'est le seul. C'est le seul, effectivement, qui a eu ce courage. Et ça montre d'ailleurs ce qui va se passer à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée, Macron n'est pas majoritaire, mais il y a effectivement, il suffit qu'il ait la moitié des gens de LR, du PS ou de LV qui votent pour lui, et il aura les lois, il pourra avoir les lois qu'il souhaite faire passer. Alors il y a quand même un élément qui permet d'attirer l'attention, c'est le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale qui a été choisi, c'est Olivier Marleix. Oui, ça c'est bien. Qui peut laisser quand même plutôt un bon espoir. C'est vrai que c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui est quand même allé loin. Il a expliqué qu'avec l'affaire Alstom, il y avait probablement un pacte de corruption entre Macron et les gens qui en ont profité et qui ont remis une partie de l'argent pour l'élection de Macron. D'ailleurs, la première élection de Macron en 2017, puisqu'il y a eu 200 millions d'euros de commissions qui ont été donnés pour l'alliance Alstom-General Electric, enfin l'achat, sachant que c'est beaucoup plus que le montant normal, qui aurait dû être de quelques dizaines de millions d'euros. Donc il y a eu beaucoup d'argent. Marleix, c'est quelqu'un de courageux, c'est pas du tout un Frexiteur, mais bon, il comprend que la souveraineté de la France est importante, l'industrie de la France est importante, et il l'a défendu. Donc on peut espérer, effectivement, c'est un bon signal. On avait peur que le groupe, moi j'avais peur personnellement que une partie de LR fasse coalition avec le gouvernement pour avoir des postes de ministère et finalement se couche. Et c'est pas ce qui est en train de se passer. On a l'impression que les députés qui se présentaient aux législatives et qui étaient les plus proches de la majorité présidentielle, tout en ayant l'étiquette LR, n'ont pas forcément été remerciés par les électeurs. Non, pas du tout. Et enfin, ni par Macron d'ailleurs. Je crois que la stratégie claire d'opposition doit payer. Il faut voir que les Républicains sortent quand même très diminués de la présidentielle, d'abord, avec la campagne calamiteuse de Valérie Pécresse, et puis passe d'un groupe important à un groupe qui est derrière le Rassemblement national. Donc il y aura, j'espère, un travail de fond sur les choix qui ont été faits. Puis il y aura la question ensuite, au-delà du président de groupe qui est Olivier Marleix, de qui va prendre la tête de ce parti. Alors on parle à nouveau de Laurent Wauquiez pour revenir sur une ligne claire, puisque toutes ces idées ont gagné aujourd'hui quasiment. Est-ce que ce sera lui ou un autre? Mais c'est l'avenir du parti perdu, si c'est le cas. Enfin, pour moi, cette ligne, elle peut rien faire, parce que Laurent Wauquiez,
sa ligne, c'est quoi? C'est de dire, en fait, sur l'ensemble des politiques françaises, j'ai une différence avec Macron sur la sécurité. Ouais. Je veux dire, ça fait pas une politique de dire, je veux être ferme sur la sécurité, sinon, sur le reste, je suis d'accord avec Macron. Ça peut pas faire une politique. Donc, je pense ils vont avoir beaucoup du mal à se relever. Ils ont divisé par deux fois de suite, donc il y a 4 fois moins de députés qu'avant chez LR. On est à 60 députés à peu près. Et ils auront beaucoup de mal. D'ailleurs, on voit que ça ne persiste que dans les campagnes et dans la France périphérique. Dans les arrondissements de Paris, en fait, bourgeois, ils sont passés même maintenant le 16e est passé à Macron. Le 16e est passé à Macron. Neuilly est passé à Macron aussi. Et en fait, petit à petit, c'est la fin. Mais c'est normal, ils n'ont aucune idée politique. Il n'y a pas d'idée politique, à part de dire, oui, nous, on est le parti de l'ordre, il y aura plus d'ordre que sous Macron. Mais ça ne suffit pas. Il y a beaucoup trop de problèmes en France pour se contenter de ça. Alors justement, on a beaucoup parlé du pass sanitaire, mais évidemment, il y a d'autres questions. La situation économique française est quand même très inquiétante. On a vu aujourd'hui 2900 milliards de dette publique, c'est 114,5% du PIB. C'est quand même... Oui, mais bon, Emmanuel Macron assume, donc il n'y a aucun problème. C'est quoi qu'il en coûte? Non, mais c'est au-delà de quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'on a mis à l'arrêt l'économie européenne avec les confinements. On a ensuite créé de la dette pour enchaîner les économies européennes à cette dette et assurer des politiques d'austérité de Troïka qui auraient été difficiles de faire avec ces réformes structurelles demandées par Bruxelles, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, mais plein d'autres. Et puis maintenant, on parle d'élargissement. Alors l'Ukraine, mais aussi d'autres pays des Balkans, tout ça est en train d'être discuté, avec des sanctions qui sont en train de faire plus de mal à l'économie européenne qu'à l'économie russe. Mais soit on a affaire à des idiots, soit on a affaire à des criminels qui sont aujourd'hui aux commandes des États européens. Parce que Macron, son pari aujourd'hui, c'est de dire il y a de la dette, ok, il y a de l'inflation, ok, mais c'est pas grave, on va faire de la croissance. On va beaucoup travailler. Il y a un chômage de masse. L'économie mondiale est en stagnation. Non mais d'ailleurs, quelle croissance, parce qu'en fait Macron, quelle croissance Macron, il a fait 0,5% de croissance par an sur son premier quinquennat. Alors, rien du tout. Et là, on repart déjà à la baisse. On dira que c'est à cause du Covid. Bien sûr, comme Sarkozy, c'était pas de sa faute, c'était la crise de 2008. Sauf que le Covid et la crise de 2008, c'est leur façon de prendre des décisions qui est mauvaise. Ils en sont quelque part responsables. Voilà. Et les sanctions aujourd'hui sont des sanctions extrêmement dangereuse parce que si le but c'est de faire de la croissance, on fait tout l'inverse avec ces sanctions. Il faut rappeler que derrière, la Russie a trouvé à exporter vers la Chine son pétrole et son gaz et discute avec 80% du monde de manière tout à fait ouverte, que ce soit économique mais aussi politique, tandis que nous nous enfermons en fait dans la même erreur finalement que 14, la lutte des États européens sous couvert de domination américaine pour finir d'arrêter en fait ce qui a été les 30 glorieuses, enfin le monde passé, le temps glorieux des États et nations européens. Aujourd'hui, on est en voie de tiers-mondisation. Regardez l'état des services publics. La santé. Des gens meurent parce qu'on ferme des services d'urgence. Des enfants ne sont pas soignés pendant 8 heures parce qu'il n'y a pas de service d'urgence pédiatrique. L'état de l'éducation. On n'arrive plus à recruter des professeurs. L'état des services publics en général. L'état de la capitale qui est Paris. Quand vous arrivez, c'est quand même ce qui montre un peu l'image d'un pays aux étrangers. Regardez l'état de Paris, je l'ai vu, enfin je ne suis pas le seul habitant de Paris à voir la dégradation année après année de la qualité de vie, mais aussi de l'environnement. Donc c'est un choix, c'est des choix politiques qui nous amènent vers de la dégradation, de l'insécurité croissante, enfin tout ce que vous voulez, mais qui font que nos belles années sont derrière nous. Si on continue comme ça, ça va encore s'accélérer davantage. On a l'impression que ce renouvellement d'Assemblée met un petit point d'arrêt pour le moment à la réforme des retraites. Ça, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi, je ne suis pas sûr. Ça met un petit point d'arrêt à court terme, mais qu'est-ce qui empêchera Macron de passer à la réforme des retraites? Puisque les LR sont d'accord avec la réforme des retraites, la retraite à 65 ans, comme Macron. Donc avec ça, ils peuvent passer la réforme des retraites. Par contre, ça paraît quand même dangereux. Mais bon, Macron n'est pas à ça près parce que je pense que ça se passerait quand même très très mal dans la rue si aujourd'hui la réforme des retraites était votée, quoi. D'autant qu'en plus il y a énormément de souffrance avec des baisses de niveau de vie très importants. Il y a un potentiel d'éruption de grève au mois de septembre phénoménal. Pour le moment, les gens disent rien, ils se plaignent à leur direction, ils sont en train de se concerter, mais ils ont perdu 5% du niveau de vie. Pour des gens, c'est dramatique. J'entendais en venant chez vous à la radio que les salariés de Total qui vont sur l'autoroute
route, en fait, servir les clients, n'ont plus d'essence à mettre dans leur voiture pour aller jusqu'à la station. Pour aller jusqu'à la station, parce qu'eux sont payés au SMIC et qu'ils ont pas mal de déplacements et que ça devient ingérable pour eux. Donc on est dans une France éruptive. Moi, je reprends le thème tiers-mondisation, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, on le voit sur une autre chose, c'est qu'une économie tiers-mondisée, c'est une économie où il n'y a plus d'industrie, où c'est des petits jobs ubérisés, ce qu'est la France aujourd'hui, ce qui est en train de devenir la France aujourd'hui, et du tourisme pour attirer les gens de l'extérieur. Donc on est là-dedans. Et des énormes inégalités. C'est-à-dire vous avez la fortune des multimilliardaires qui a été multipliée par 3 et 10 millions de Français qui passent sous le seuil de pauvreté avec une extrême précarisation. Tout ça avec Emmanuel Macron qui se félicite d'avoir des licornes. Hein. Ce sont ces start-up qui arrivent à lever des milliards, mais c'est de l'économie financière, c'est pas de l'économie réelle. Derrière, vous avez des gens qui ne finissent pas le mois, qui pourtant travaillent. C'était le cas des Gilets jaunes. Hein. On était en 2018, on est en 2022. Rien n'a changé, tout a empiré. Rien n'a changé, mais les Gilets jaunes, on les entend plus. Les Gilets jaunes, alors évidemment, je vais me faire insulter si je dis ça. Ils existent toujours. Oui, mais vous pouvez pas aller dans la rue parce que les gens, ils sont allés dans la rue par millions. Il y a eu à un moment plus d'1 million et en tout, il y a eu plusieurs millions de Français dans la rue. Ils ont vu que sans rien faire, alors qu'ils ne faisaient rien, qu'ils manifestaient pacifiquement, ils recevaient du gaz lacrymogène toute la journée sur la tête, que derrière, il suffisait qu'il y ait un incident pour que même des manifestants pacifiques se fassent tirer dessus au LBD. Oui. Et là, Macron a ajouté à sa collection, en fait, 90 blindés pour aller écraser les gens. Et là, les gens le savent. Et Macron sait qu'on sait, mais il s'en fout. Il va y aller comme ça. Donc c'est vrai que c'est extrêmement dur. Il faudra qu'il y ait une colère très très forte pour retourner dans la rue, je pense. Mais on est en train d'approcher. Quand il dit « nous sommes en guerre », c'est lui qui est en guerre contre son peuple. Mais bien sûr. Mais tous les pays occidentaux sont comme ça, sont en guerre contre leur peuple. Parce que c'est simple. En fait, on a une impasse totale. C'est-à-dire que ces gens n'arrivent plus à gouverner dans l'intérêt du pays. Effondrement sécuritaire, économique, social, tout ce qu'a dit Alexis Poulain. Donc finalement, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ils sont forcément en but à leur peuple qui ne sont pas contents. Donc de la coercition, fatalement. Donc des mensonges à ne plus en finir pour essayer de cacher la situation et l'enfumer, du déni, et puis de la coercition à la fin. Si le peuple n'est pas content de descendre dans la rue, là on sort les LBD, les armes. L'image en fait qui ouvre ce quinquennat, c'est celle du Stade de France. Hein, le fiasco et les mensonges. Vous avez tout. Toute la situation française résumée. Vous avez le mensonge du ministre de l'Intérieur, vous avez des forces de l'ordre dépassées, le fait que le ministère de l'Intérieur ne veut pas évoquer, il ne parle que des supporters anglais, hein, pas ou des riverains du stade. Et puis une crise qui est là parce qu'il y avait des grèves également, et Macron qui avait encore fait le beau en disant je récupère la finale qu'on a arrachée à Saint-Pétersbourg par les sanctions et je vais la faire au Stade de France. Et c'est pas organisé. Et on a les Jeux Olympiques qui sont censés être organisés à Paris dans 2 ans. Et tout ça se passe avec la suppression des images, 7 jours après. Donc encore corruption, encore dissimulation, encore mensonge. Benalla, je crois qu'il avait récupéré ces images 2 mois après. Oui, ça a été un peu plus long. Et puis il y avait le coffre. Enfin, et pareil, scandale d'État qui passe comme si c'était un scandale d'État supplémentaire. Oui. Mais c'est pas grave, on sait qu'ils mentent. Allez, continuons comme ça. C'est insupportable en réalité. Donc la colère, oui, elle monte. Je pense qu'il y a aussi une énorme résignation. Par rapport à cette caste qui s'est arrangée pour privatiser la République, privatiser les instances de pouvoir. Et on voit bien que ça ne peut pas fonctionner. Enfin, le préfet allemand a encore raconté n'importe quoi devant une commission d'enquête du Sénat, en disant que oui, les chiffres avaient été inventés par ses services. Et alors ? Et derrière, il y a eu des images vidéo où l'Allemand parlait à Macron en disant « Vous voyez, j'ai bien protégé monsieur le ministre. » Donc en gros, j'ai menti à la commission d'enquête du Sénat. Voilà. Mais le problème, c'est que la République française, elle n'est pas assez ferme. Quand on ment à la commission d'enquête du Sénat, on doit risquer la peine de prison. Les Américains, là-dessus... le minimum, ce serait déjà qu'il soit limogé. Oui. Enfin, dans une démocratie non défaillante, un ministre de l'Intérieur, face à un fiasco de l'ampleur du Stade de France, pose sa démission, qu'elle soit acceptée ou non par le président ou le Premier ministre. Mais c'est scandaleux. Là, on a un Darmanin qui ment pour sauver son siège. Et qui le fait avec son petit sourire habituel. Enfin, moi, ça me révulse. J'ai quand même une question un peu... quelque chose qui me taraude et qui est un peu inquiétant, c'est que, on est content, on a une assemblée qui est un peu plus hétéroclite que le précédent quinquennat, mais c'est quand même le 2e quinquennat. Normalement, il n'est pas renouvelable. Donc, on se dit quand même un peu, c'est open bar, là. Non, moi, c'est pas ça qui me démoralise. En fait, ce qui est bien, c'est que Macron pourra plus jouer le tyran, donc on sera un peu protégé. Oui, sauf état d'urgence, sauf 49.3, sauf... Oui, mais on sera quand même un peu protégé. Mais c'est vrai que pas parfaitement. Moi, ce qui me démoralise, c'est qu'en fait, les Français ont voté pour une opposition à carton. Parce que la France insoumise ou le Rassemblement national sont des oppositions à carton.
On a les médias qui mentent et qui sont dans la pensée unique, on a le gouvernement qui ment, mais on a aussi les oppositions qui mentent. Parce que quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il va désobéir à l'Europe pour faire du progrès social en Europe, en fait, il dit qu'il va faire comme Tsipras, et il finira comme Tsipras. Quand le Rassemblement national dit qu'il va résoudre le problème des flux d'immigration, alors qu'il sera sous la coupe des cours de justice européennes, des lois pour l'immigration, le regroupement familial, l'interdiction de retour des clandestins de l'Union européenne, et tout ce qu'il y a autour, il ment et honteusement aux Français. Et là, on arrive à un problème, pour moi, qui est un problème majeur, c'est que les Français se plaignent d'avoir des politiques qui les trahissent, mais ils votent pour les politiques qui les trahissent. Oui. C'est-à-dire que moi, j'étais au Front National, je vais vous le dire, je l'ai mauvaise. J'étais au Front National pour défendre la souveraineté nationale. C'est parti trop tôt, hein. Je suis parti oui, mais en même temps, je suis parti en 2017 en me disant, je ne vais pas mentir pendant 5 ans aux gens en disant que sans souveraineté nationale, on va tout changer, alors que je sais qu'on ne peut rien changer. Donc je suis parti. Que vous disent les électeurs ? Finalement, on félicite Marine Le Pen qui nous a trahis, qui nous a dit que la souveraineté nationale, finalement, on s'en foutait, et ils viennent de mettre Marine Le Pen au pinacle. C'est pas exactement ce qu'elle dit. C'est pas exactement ce qu'elle dit. Oui, mais son programme a évolué, elle a pris acte que le Frexit n'était pas très ça, c'est un séduit. Pardonnez-moi, je vous rappelle quand même que Florian Philippot, il n'a même pas réussi à avoir ses signatures. Oui, mais c'est autre chose. Aux législatives, c'était pas avec tout le respect qu'on lui doit, bien entendu. Mais Marine Le Pen, en 2017, quand elle était sur une position référendum sur l'Union européenne, elle avait 42% dans les sondages de deuxième tour, avant le débat Qatar. Elle fait 42%, elle n'a pas bougé, elle n'a pas avancé en 5 ans, alors qu'en plus, on a pris Macron. Donc en fait, elle a reculé. Moi, je pense que là-dessus, c'est un parti très important, très gros, donc qui attire les suffrages. C'est très dur, en partant de zéro, d'attirer les suffrages. Et oui, qu'est-ce qu'elle dit ? On va améliorer l'euro, on va rester dans l'Union européenne, on va même pas remettre en cause Schengen et retrouver des frontières, on va rester dans la CEDH. C'est-à-dire, on peut rien faire. De toute manière, ceux qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Tsipras en grec, on a vu ce qui se passait. Il ne faut pas qu'ils jouent au malin, parce que de toute manière, si le RN est au pouvoir ou LFI, de toute manière, ils seront broyés par la machine européenne. Et ils n'auront pas le courage de sortir de l'Union européenne. Comment voulez-vous qu'ils aient le courage de le faire ? Puisque de toute manière, ils ont dit aux Français que ce n'était pas la peine de le faire. Donc ils sont plus légitimes, ils ne peuvent pas le faire. Donc on a des oppositions au carton, et là, on est vraiment mal, pour moi. Eh ben c'est sympa. Et vous aussi, vous avez de sympathiques choses comme ça à nous raconter ? Moi, je suis d'accord sur ce tabou de l'Union européenne. C'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. C'est-à-dire que tous les responsables politiques qui ont droit au chapitre, qui ont les suffrages, sont d'accord. Tous. Oui, on continue. Et le rêve européen d'Ursula von der Leyen est le nôtre. Non, moi, je pense que c'est extrêmement grave. Alors... Il y aura peut-être la crise de l'euro qui mettra fin à cette folie, puisque moi je pense que l'euro s'effondrera de lui-même. Il a déjà été sauvé avec pertes et fracas après la crise des subprimes, en tapant beaucoup sur les Grecs, avec la Troïka évidemment, qui a tout fait pour que la Grèce reste dans l'euro, sinon c'était déjà la fin de l'euro. C'est une monnaie artificielle qui n'a pas d'avenir devant elle, avec la BCE qui ne sait plus quoi faire, avec l'inflation qui est en train de remonter les taux. Mais aujourd'hui, on a l'exemple du Brexit. Je ne crois pas que la Grande-Bretagne se porte très mal. Il y a eu des renégociations de traités, ça a pris longtemps évidemment. Alors ils avaient la livre sterling, problème de main d'œuvre comme toujours, mais ça c'est pas nouveau et ça veut dire que l'activité a repris. Ici en France, on fait comme si c'était tout à fait normal et qu'on devait continuer d'être les perdants systématiques des politiques européennes. Parce qu'attention, il n'est pas question de dire l'Europe c'est formidable, il y a Erasmus, etc. Moi j'ai été un fervent défenseur des avancées européennes pendant un temps, avant de comprendre l'arnaque que c'était. Mais chez les souverainistes, le seul truc positif qu'ils voient dans l'Europe, c'est Erasmus. Oui, mais c'est normal. Parce que ou alors le téléphone portable, pouvoir téléphoner dans toute l'Europe, comme en France. On dit c'est formidable. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que nous payons pour rien. Pour que les Allemands bénéficient d'une main-d'œuvre bon marché, de davantage encore de zones d'exportation, tandis que l'économie française sera bougrie. Et ce qui mettra fin à cette bulle, c'est l'inflation. Parce que les Allemands et l'inflation, ça ne fait pas bon ménage. Et à partir du moment où Francfort va dire on arrête, c'est fini. Et je ne vois pas comment nous, avec un franc qui n'existe plus, qu'on n'a jamais essayé d'indexer à l'euro, et les Allemands qui veulent que le marque reste l'euro, ça ne peut pas tenir. Et vous avez bien sûr le cas italien, le cas espagnol. Vous savez, l'Italie, elle tient depuis 20 ans avec zéro croissance. Oui. C'est-à-dire que l'Italie est en récession depuis 2007. Entre 2007 et 2019. Avec le Covid, c'est pire. Et en fait, les Français croient qu'ils sont les plus malheureux de l'Europe, mais il y a des pays, ils souffrent, mais beaucoup plus. Ils ont une baisse des revenus beaucoup plus puissante. Et moi, je ne suis pas sûr que ça va casser de soi-même.
Parce qu'en fait, toute l'oligarchie qui gouverne et qui a tous les pouvoirs a tout misé sur l'Union européenne. Si l'Union européenne saute, en fait, ils sont décrédibilisés de façon totale. Donc moi, je pense qu'ils vont la tenir, en tout cas, le maximum possible. Mais il peut y avoir un accident de l'histoire qui la fasse sauter. Elle devient très, très fragile. Mais je pense qu'il ne faut pas compter sur la providence pour faire sauter l'Union européenne. Ce ne sera pas la providence, c'est les peuples. C'est qu'à un moment, la résignation aura sa limite. Là-dessus, je suis d'accord. Et ce sera l'inflation, ce sera le chômage de masse et ce sera l'assiette vide. Parce qu'on parle de crise sanitaire, mais on va parler maintenant de la crise aussi mondiale des matières premières et des denrées alimentaires. On a le sentiment, toutefois, souvent on entend que c'est toujours l'Allemagne qui tire son épingle du jeu européen. On a le sentiment que là, les choses ont un peu changé avec la crise en Ukraine, avec le gaz évidemment. Ça va peut-être être aujourd'hui aussi plus compliqué pour l'Allemagne. L'Allemagne avait intérêt, en fait, à avoir Nord Stream 2, puisque ce sont le premier pays dépendant du gaz russe. Donc, ils ont négocié. Les Américains avaient dit, d'ailleurs, c'était un discours historique de l'ambassadeur américain avant qu'il parte d'Allemagne, qu'avait proféré des menaces à l'Allemagne en disant, attention, si vous faites ce gazoduc, vous allez voir ce qui va se passer. Bon, on a eu la guerre en Ukraine. Alors, c'est pour la liberté, c'est pour ce que vous voulez. Évidemment, c'est la faute du méchant Poutine, c'est la démocratie. Non, c'est le gaz. C'est le gaz, le pétrole, et faire en sorte que les économies européennes soient dépendantes de l'axe américain plutôt que du pétrole et du gaz russe. Très bien. On ne va pas gagner. Les Allemands vont rallumer les centrales à charbon, ça dure un temps, c'est ce que font les Pays-Bas également. Ils vont continuer, mais cet hiver, quand on aura besoin du surplus énergétique et qu'on nous promet des énergies renouvelables qui sont loin d'arriver à faire la balance, que notre parc nucléaire est pour moitié à l'arrêt avec des soucis de corrosion graves, et donc on parle de maintenance, mais maintenance qui peut durer 6 mois à 1 an, cet hiver, je ne sais pas comment on va se chauffer. Alors, c'est bien parce qu'on a des gens comme Amélie de Montchalin ou Ursula von der Leyen qui nous expliquent qu'on peut baisser de 2 degrés le chauffage, qu'on peut mettre un pull de plus. Ça ne va pas marcher comme ça. Et la précarité énergétique, c'est aussi ce qui fait qu'on descend dans la rue. C'est aussi ce qui fait qu'on commence à comprendre. Et puis, les Russes qui respectent les traités internationaux commencent à fermer le robinet de pays qui ne payent pas en roubles. Et là, le discours qui a permis de faire changer. remonter le rouble, d'ailleurs, accessoirement. Alors, eux ont gagné 93 milliards de dollars depuis le début de la guerre en Ukraine, à la fois en export en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Donc pour eux, c'est une manne qui a été multipliée en réalité par la hausse du prix de l'énergie, et par le fait que tout le monde en a besoin de toute façon. Bien sûr. C'est aussi votre sentiment sur cette inversion, peut-être un peu avec l'Allemagne qui perd un peu pied ? Oui, en fait, d'ailleurs, sur l'industrie allemande, on voit qu'elle a à peine dépassé en 2019 le pic de 2008. Donc elle n'arrivait plus à croître, pendant que l'Italie, l'Espagne et la France commençaient à décroître. Donc eux aussi commencent à avoir des problèmes. Ils ont une politique énergétique vraiment folle. Ils dépendent énormément des énergies fossiles et énormément de la Russie de ce fait-là. Il y a carrément un économiste allemand qui a dit que si Poutine s'amusait à couper un peu le gaz, on aurait un événement Lehman équivalent à Lehman en 2008 en Allemagne et en Europe. C'est-à-dire que tout s'effondrerait. Puis l'autre problème qu'on a, c'est que l'Europe va payer l'énergie beaucoup plus cher que tout le monde entier. Moins propre et plus cher. Moins propre et plus cher. Là, le gaz, maintenant, européen, est 4 fois plus cher que le gaz américain. À un moment donné, on avait un facteur même x8. Ça pose un problème énorme de compétitivité. Toutes les industries qui ont besoin du gaz pour fonctionner, en fait, vont être massacrées en Europe. Donc vraiment, ils sont en train de nous envoyer dans un vrai effondrement économique. J'y vois le suicide de 14, en fait. Des dirigeants qui emmènent toute une génération à l'abattoir, sciemment, pensant que c'est un moment de l'histoire. Mais c'est dingue, en fait, de vivre ça et de se dire, mais comment on les arrête ? Comment on les arrête ? Aujourd'hui, une des priorités de toutes les oppositions, c'est d'arrêter cette folie criminelle. C'est ça, l'immobilisme serait déjà une bonne chose. L'immobilisme, oui, mais là... Ça continue à s'effondrer. Oui. C'est le problème. Même l'immobilisme, c'est mieux que rien. Oui. Mais ça continue. La France continue à s'effondrer à cause des traités de libre-échange et toute la politique européenne. Donc c'est vraiment embêtant. Et ce qui est plus embêtant, c'est qu'on est en train de passer dans une société du mensonge, finalement, puisque tout le monde essaye de mentir pour faire croire que non, il n'y a pas de problème, alors tout s'effondre sous nos pieds. Il faut quand même penser qu'on a... Non, mais jusqu'ici, ça va. On peut dire que j'exagère, mais quand même, quand effectivement des gamins meurent, moi, je connais des exemples de gens qui m'ont raconté, ma fille a failli mourir parce qu'en fait, elle a développé une péritonite à l'hôpital, ils l'ont laissé trop de temps sans... Donc on va avoir des gens qui vont mourir à cause de ces problèmes-là, que la santé publique soit effondrée, que l'hôpital soit difficile à sauver maintenant, hein.
ne sera pas sauvé par Macron. Enfin voilà, on est dans un effondrement économique, dans une situation vraiment dramatique, quoi. Et les gens s'en rendent pas compte. Je pense que les gens aussi, les Français se cachent, hein, pensent que ça va bien se passer parce que c'est la France. Non, la France, elle n'a pas le droit à un mode de vie particulier parce que c'est la France. Elle a le droit à un bon mode de vie et à un niveau de prospérité si jamais elle a des élites intelligentes au pouvoir. Si elle a des élites idiotes, ils nous envoient dans le mur. Plus qu'idiot, enfin c'est le mensonge moi qui me révulse, c'est-à-dire la dissimulation, le mensonge. Enfin, c'est pas nouveau, hein, je veux dire sur le. Vous avez un ministre de la Justice qui est mis en examen, qui disait la France n'est pas un coupe-gorge. Si on fait le taux, enfin le nombre d'égorgés depuis le début de l'année, je crois qu'on est à 10, plus les attaques au couteau. Enfin, vous avez les chiffres comme moi. Ça fait longtemps qu'on ment déjà sur la sécurité. Ça fait maintenant le sentiment. Ça fait longtemps qu'on ment sur le système de santé français, premier du monde. Bon, on voit que non, hein, c'est fini. Maintenant, tout tient avec du scotch et du sparadrap. La défense, l'armée française, on s'enorgueillait d'avoir une des grandes armées européennes. Il suffit de donner quelques canons César à l'Ukraine et c'est 25% de la force de frappe de l'armée française qui disparaît. Sans compter qu'il faudrait voir combien on leur donne de munitions avec ces... Alors ça, c'est encore autre chose, parce que Nexter ne peut pas stocker des munitions. Nos MBDA et tous les producteurs de munitions stockent les matières premières pour faire de la munition. Mais si on n'est pas en économie de guerre, faut des commandes. Donc non, tout ça... Enfin, le voile du mensonge tombe de manière assez brutale. Mais je crois que ça fait peur aux gens de se rendre compte de l'ampleur, en fait, de la différence telle entre le mensonge qui a été servi pendant des années et la réalité vécue. Et la réalité vécue, vous savez, j'appelle ça le choc du réel, c'est que vous pouvez mentir. À un moment, les Français font face au réel et voient bien que ce qui est raconté à la télé, c'est totalement bidon. Ça a été le cas avec les Gilets jaunes, qui ont vu les manifestations, la violence de la police et qui voyaient que sur les plateaux, on n'avait pas le droit de dire que c'était de la répression d'État. C'est le cas sur le système de santé. Il suffit d'aller aux urgences pour voir que ça ne va pas du tout. Enfin voilà, et donc... Toute cette déliquescence, elle est vécue maintenant, personnellement, par l'ensemble des Français. Et le mensonge ne peut pas tenir. Moi, je compare ce moment de l'histoire à la fin de l'Union soviétique, où vous aviez toutes les usines d'État, les sovkhozs, qui continuaient à remplir des fiches de production. On a fait les 100 tracteurs jour, et il y en avait 200 moteurs qui traînaient dans un coin, et le Soviet suprême était content en disant c'est formidable, on est toujours un grand pays. C'est à peu près la même chose qu'on a avec les cabinets de conseil et les technos. C'est l'URSS. Le trucage des statistiques. On dit aux gens qu'ils ont une hausse de pouvoir d'achat, alors qu'en fait, ils vivent une baisse du pouvoir d'achat depuis des années. Bien sûr. Et donc, on a exactement les mêmes mécaniques que cette chute de l'Union soviétique. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que sera le mur de Berlin qui va faire tomber ce système techno, mais je pense qu'on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus jusqu'à nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de la partager, cette émission, de la commenter. J'essaie de répondre à chaque fois. Et puis, bien sûr, de cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement et bip YouTube. À bientôt.